Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur La Locale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver sur une thématique qui va englober à peu près tout le monde. On va mettre à peu près tout le monde d'accord. Le thème d'aujourd'hui, c'est la finance islamique est-elle un tremplin pour l'emploi? Et nos acteurs, nos intervenants d'aujourd'hui vont nous aider à répondre à ces questions. Effectivement, la finance islamique voit son essor en France, grandir au quotidien et à travers donc des acteurs, que ce soit des universitaires, des acteurs dans le cas concret, dans le cadre de la finance islamique, ainsi que des acteurs politico-associatifs. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mohamed Emin Sabibi, qui est le président de l'Association des anciens étudiants du Master en finance islamique de Paris-Dauphine. C'est l'alumni. Bonjour M. Sabibi. Nous avons aussi sur notre plateau M. Mohamed Eniche, qui est le secrétaire général de l'Union des associations musulmanes. Bonjour M. Eniche. Bonjour. Et enfin, Mme Sonia Marigi, qui est la présidente et fondatrice du premier site en finance islamique, le premier réseau de conseillers et d'agences physiques en finance islamique. Madame Marigi, bonjour. Bonjour. Alors, une première question, messieurs, dames. Alors, on se pose souvent la question, Monsieur Sabibi, je vais commencer par vous. Aujourd'hui, on sait, à travers les différentes études qui ont été faites, que la finance islamique correspond à la demande et à l'attente d'à peu près 6 à 8 millions de Français de confession musulmane. On a déjà eu des études, notamment le rapport de Charles Millot, qui nous disait qu'il y avait à peu près 8 milliards d'euros, effectivement 8 milliards d'euros, qui quittaient l'Hexagone tous les ans par manque de produits disponibles qui confirmaient et qui convenaient à l'attente et à la demande de ces 6 à 8 millions de Français de confession musulmane. Alors maintenant qu'on sait qu'il existe un marché, il existe une forte demande, on demande donc à des acteurs, des acteurs français de se positionner et de pouvoir répondre à cette demande. Monsieur Sabibi, merci d'être présent sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Comme je le disais, vous êtes donc le président de l'Association des anciens étudiants du Master en finance islamique de Paris-Dauphine. Alors déjà, à titre privé, je ne savais pas que Dauphine, qui est donc une institution publique de premier ordre, l'Université Dauphine, je ne savais pas que la finance islamique existait dans des universités de grande envergure. Alors, comme vous le savez, Dauphine est une université connue pour ses formations en finance. Le corps, la compétence corps de Paris-Dauphine sont les formations en finance et ses instituts de recherche en finance. De ce fait, il fallait compléter toute l'offre des masters en finance, puisque la finance islamique est un écosystème et une industrie naissante et qui a beaucoup de potentiel et qui est très promettrice. Et donc, de ce fait, en 2009, 3 personnes qui sont des références dans l'industrie, à savoir M. Kader Merbou, M. Anwar Hessoun et Dr Kautar Jouaber, ont pris la décision de lancer ce master en finance islamique. Et cette décision qui a été accueillie avec un grand enthousiasme des dirigeants et des présidents de Paris-Dauphine. D'accord. Ça veut dire que l'Université de Paris-Dauphine, c'est un établissement public. C'est un établissement public, tout à fait. D'accord. Et ça veut dire que l'État a accepté d'avoir un master en finance islamique. C'est un executive master, ce n'est pas un M2. D'accord. Ce n'est pas un diplôme délivré par l'État, mais c'est une formation. D'accord. Là y a-t-il une grande différence entre le M2 et le master? Un executive master? Ouais. Au fond, non, c'est juste sur le diplôme. L'un est délivré et agréé par le ministère de l'Éducation nationale et l'autre reste un diplôme universitaire délivré par l'université. Mais in fine, il n'y a aucune différence. Les deux sont dispensés de la même manière et un executive master peut même être très enrichissant par rapport à une formation initiale, un M2, parce que les 2/3, 75% des étudiants sont des exécutifs et donc la moyenne d'âge est de 40 ans, qui sont déjà introduits dans l'industrie bancaire. Et de ce fait, l'échange entre des étudiants en formation initiale et des étudiants en formation continue permet à tout le monde d'avoir un certain réseau et d'avoir un échange, une certaine synergie et des échanges beaucoup plus enrichissants que dans un M2. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe une formation en finance islamique dispensée donc par Dauphine, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Formation continue. D'accord. Tout à fait.
Combien d'élèves, ça représente combien d'élèves sur les dernières années? Le master existe depuis combien de temps? Le master existe depuis 2009. La date du lancement était 2009. Et en ce moment, dans l'association des anciens étudiants, on compte 200 étudiants. 200 étudiants depuis 2009. La création. D'accord. Et combien d'étudiants sortent tous les ans de ce master? En moyenne, une quarantaine entre formation continue et formation initiale. D'accord. Alors, on va le voir au cours de cette émission, puisque effectivement, par manque de solutions, de débouchés en France, il s'avère que les étudiants, les étudiants qui sortent des bancs de Dauphine, par manque de solutions, quittaient le territoire français pour aller travailler à l'étranger. Monsieur Mohamed Eniche, merci d'être présent sur le plateau. Vous êtes donc le secrétaire général de l'Union des associations musulmanes. Est-ce qu'il y a un lien entre l'Union des associations musulmanes et la finance islamique d'une manière générale? Je pense que oui, dans le sens où les deux, on est liés à la même racine, qui est l'islam, religion musulmane. Et l'islam, heureusement, elle n'est pas que culte, mais elle est aussi un volet très fort économique, social et autres. Et dans le volet économique, la finance islamique est là pour répondre à un certain nombre de problèmes, dont actuellement la crise économique actuellement. Et tout le monde s'accorde à dire que les solutions et les fondamentaux de l'islam si on les avait appliqués, si on les avait retenus au départ, on ne serait pas ramené aux crises qu'on constate maintenant sur les suprêmes et toutes les manipulations et les combines financières qui échappent aux petits consommateurs. Tout cela a donné naissance à des gros problèmes qui dépassent même les États. Même des États n'arrivent pas à trouver de solution puisqu'on s'est retrouvé à des combines qui nous dépassent alors que l'islam a mis en place des fondamentaux qui nous auraient aidés pour beaucoup. Nous, en tant que mosquée, association musulmane, c'est vrai qu'en France, on a un gros problème, c'est l'image de l'islam. Donc nous, à notre niveau, que dans les mosquées, dans le travail associatif, on essaye de remédier à ça, de montrer la vraie image de l'islam. Et la finance islamique, si elle pouvait prendre le pas et suivre, ça montrerait à la société française, à l'économie française, que les musulmans peuvent être une solution à notre société. On n'est pas un problème comme certains répètent à longueur de journée, on est aussi une solution, mais qu'on nous laisse travailler, qu'on nous donne notre chance, qu'on donne la chance à la finance islamique. Là, vous avez dit dans votre introduction, je ne savais pas, vous avez annoncé 8 milliards d'actifs français qui partent à l'étranger. Moi, plutôt, je pense aux milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars des pays de Golfe et autres qui cherchent des débouchés, qui partent malheureusement juste à côté, à Londres, alors qu'ils pouvaient venir ici. Si on arrive à faire sauter ces quelques problèmes psychologiques, je dirais psychologiques, idéologiques, dans la société française, les Français vont voir et découvrir que l'islam est une solution et c'est des débouchés pour la crise qui touche tout le monde en D'accord. France. Donc c'est l'éthique musulmane, le lien entre cette finance islamique et l'union des associations musulmanes, puisqu'on a compris que la finance islamique, même si elle s'appelait islamique, n'était pas réservée uniquement aux musulmans, l'éthique étant universelle, puisque la finance islamique regroupe un certain nombre de principes universels, comme l'interdiction de l'intérêt et de l'usure, l'interdiction de la spéculation, du hasardeux, du fortement aléatoire, et l'interdiction de l'investissement dans des économies dites impures comme l'alcool, le tabac, l'armement, la viande porcine par exemple. Madame Marigi, merci d'être là ce soir. Merci. Merci à vous. Oui, merci. Vous êtes donc la fondatrice de la compagnie Nourassure.com. Vous avez créé le premier réseau
Oui. de conseillers et d'agences Oui. en banque et assurance islamique. Oui. Quel est le lien entre la compagnie Nous Rassure et le tissu associatif et la formation et l'éducation en France? Alors tout d'abord, j'ai créé Nous Rassure pour répondre justement à la problématique des besoins des musulmans, les Français de confession musulmane en France. Et le master de finance islamique à Dauphine fait partie justement des éléments... ça a sonné, hein, des éléments qui sont intéressants pour nous, puisqu'aujourd'hui, ces jeunes qui se lancent dans des études de finance islamique, eh bien, il faut bien derrière pouvoir leur proposer des postes. Et c'est justement en lançant justement cette première sur toute la France, ce réseau national d'agences spécialisées en finance islamique, cela va permettre de créer des emplois pour les jeunes qui sortent de Dauphine. Je sais que Sciences Po aussi a plus ou moins des débouchés aussi sur la finance islamique, l'université de Strasbourg aussi. Donc voilà, tous ces jeunes qui aujourd'hui, je dirais aussi par envie, mais aussi par conviction religieuse et éthique, vont sur ce chemin de la finance islamique. Il va falloir qu'on puisse leur proposer justement des emplois, et Nous Rassure est là aussi pour le faire. Donc nous sommes en pourparlers justement avec Dauphine pour mettre en place un partenariat qui va permettre à ces jeunes, à la sortie de leur master finance islamique, de pouvoir intégrer les agences qui seront installées sur toute la France, leur permettre de pouvoir exercer leur métier. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Sabibi, les personnes qui sortent de vos cursus, formation initiale ou formation continue, une fois qu'ils ont appris la finance islamique, se sont positionnés dessus, qu'est-ce qu'ils font après leur cursus? Alors, il y a plusieurs choses. En formation continue, on remarque qu'il y a des gens qui sont envoyés par leurs organismes justement pour développer la pratique, parce que leurs organismes sont intéressés par la pratique. Donc ces gens-là restent en France et développent cette pratique. Malheureusement, ils la développent sur des régions, sur des zones, Afrique du Nord et autres. Même s'ils travaillent en France, ils ne travaillent pas vraiment sur le marché français. D'autres personnes de la formation en continu font ça pour changer un petit peu de carrière, mais à cause de considérations familiales, ne peuvent pas s'expatrier et donc continuent à travailler un petit peu dans le conventionnel en espérant un jour pouvoir passer dans l'industrie de la finance islamique. Mais le pourcentage des gens qui choisissent de rester en France et qui travaillent en finance islamique, ce pourcentage dans notre réseau d'alumni pour le moment est très très faible. Mais cela dit, des opportunités existent. Et c'est à nous de développer ces opportunités et de développer le potentiel existant en France, comme l'a fait Madame Maridi, on en remercie. Et donc c'est à nous de développer tout ça. Mais plusieurs sont ceux qui s'expatrient et qui partent aux pays du Golfe, en Angleterre, en Malaisie, Singapour et d'autres places financières. Effectivement, puisque la finance islamique existe depuis un certain nombre d'années, partout dans le monde. Madame Maridi, est-ce que vous pourriez dire que vous êtes, alors après avoir développé le marché de la finance islamique, est-ce qu'on peut dire que vous avez créé cette synergie et vous êtes complémentaires aujourd'hui? Totalement. Moi, je suis déjà un petit peu choquée d'entendre que des jeunes, donc ça veut dire que c'est une force vive, c'est une valeur ajoutée pour la France, ces jeunes qui font des études en finance islamique et qui espèrent par la suite pouvoir exercer un métier, qui soient obligés de partir à l'étranger. Et ça, je trouve ça déjà choquant. Donc, pour moi, c'est bien sûr, on est complémentaires. Il faut travailler ensemble. Il faut que ces jeunes, on leur donne la possibilité, quand ils sortent de ce cursus que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais aimé faire un master de finance islamique. J'ai eu un autre parcours, parce que moi-même, je rentre un petit peu dans le profil que vous avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai exercé le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans la finance conventionnelle pendant plus de 10 ans. Et bien sûr, au moment de la crise qu'on a connue, puisque pour moi, c'est avant tout une crise de cupidité, que la crise qu'on a connue en 2008, qui a quand même mis le monde à genoux, j'ai souhaité me rapprocher justement d'une finance participative, éthique et socialement responsable. Voilà, donc moi, c'est cette démarche-là que j'ai faite. Et dernièrement, j'étais sur le salon du Bourget à Paris et j'ai
beaucoup de jeunes qui m'ont interpellée. Je pense que j'ai passé une partie du salon à renseigner, à informer les jeunes qui justement soit avaient envie de partir sur le cursus universitaire, de faire des études en finance islamique, soit aussi des personnes qui travaillent dans le système bancaire, qui sont de confession musulmane et qui ressentent un malaise, puisque aujourd'hui ils travaillent dans un métier qui ne se rapproche pas de leur conviction et de leur éthique. Donc ces gens-là viennent me voir en me disant « mais moi, j'aimerais bien faire ce que vous faites, j'aimerais bien travailler dans la finance islamique ». Donc voilà, il y a tout à faire, il y a vraiment tout à faire. Et je pense qu'on peut on peut être aussi bien placé sur ce terrain qu'en Angleterre ou que dans les autres pays. On peut devenir numéro 1 de la finance islamique si on le souhaite. Ça, c'est juste une volonté et c'est aussi, comme vous l'avez dit, un marché que les musulmans eux-mêmes, la communauté musulmane, doit structurer. Ça doit aussi venir de nous. Parce que je pense que d'être dans cet état d'attentisme, d'attendre que les autres fassent pour nous, il ne va rien se passer. C'est vraiment à nous de prendre les choses en main. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui sont attirées et qui ont envie de se lancer dans la finance islamique à passer par des cursus de Dauphine, à aller dans les agences Nous Rassure, à se former, à se rapprocher. Et je pense qu'il y aura vraiment des très très belles choses à faire. Voilà. Donc on est vraiment complémentaires de ce point de vue-là. On le voit. Alors, Monsieur Henich, on connaît votre positionnement et votre notoriété, on va dire, politico-médiatico-religieuse. Qu'est-ce qui lie l'union des associations musulmanes et la finance islamique en termes d'emploi? On a vu les derniers chiffres du chômage à plus d'un certain pourcentage de la population. Qu'est-ce que la finance islamique, qu'est-ce que Nous Rassure peut apporter à l'union des associations musulmanes, par exemple? Oui, moi je voulais juste citer un fait. Il y a 6 ans, parce que quand vous parlez, ça m'a beaucoup touché le fait qu'il y a des musulmans français qui partent à l'étranger, qu'il y a des verrous. Les verrous, il faut les sauter. Il faut sortir de cette posture passive, de dire voilà, on attend qu'il n'y a plus de verrous et que tout soit fait en sorte que les choses se fassent par eux-mêmes et puis nous on va bouger. Non, si les choses se font par eux-mêmes, on n'a pas besoin de vous. C'est qu'il faut que vous poussiez faire bouger les choses et ouvrir les portes. Je voulais dire, il y a 6 ans ou 7 ans, il y a une banque britannique musulmane, EBB, qui nous a contactés il y a 6 ans et nous a demandé de faire une réunion avec les mosquées d'Île-de-France. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient ouvrir une branche en France, mais cette banque voulait savoir est-ce qu'il y a un potentiel. Est-ce que les mosquées sont prêtes à ouvrir des comptes dans cette banque et pour essayer. Donc il y a 6 ans, 7 ans, nous on a fait la réunion, la banque a vu qu'il y a un potentiel, après a trouvé que le problème était trop difficile à poursuivre. Donc si on a fait cet effort avec une banque britannique, musulmane mais britannique, ben, on le fera plus facilement avec des institutions françaises. Donc Nous Rassure a toute sa place et sa légitimité à travailler avec nous pour essayer ensemble de trouver des solutions pour améliorer l'image de l'islam, surtout à travers la finance islamique, pour trouver des débouchés. Donc là, apparemment, il y a des possibilités que Nous Rassure puisse donner des opportunités. Donc nous, on est partants. Et depuis cette année, on a fait un travail pédagogique avec Nous Rassure en ouvrant nos mosquées pour des conférences aux fidèles, pour leur expliquer c'est quoi la finance islamique, quelles sont les opportunités. Il y a quelques, peut-être vous allez les expliquer tout à l'heure, il y a quelques opportunités qui sont ouvertes, mais on essaiera de faire ouvrir d'autres opportunités et ensemble, on fera en sorte que l'option finance islamique puisse être acceptée, généralisée, pas que pour les musulmans. Peut-être les non-musulmans seront aussi ravis de découvrir le côté éthique de la finance islamique. Alors, on connaît votre légitimité et on sait que vous êtes un acteur incontournable
en France et notamment en Île-de-France. Qu'est-ce que vous attendez en termes d'emploi, en termes de potentiel de la finance islamique et de la compagnie Nourassure en l'occurrence? J'ai cru comprendre que vous avez un potentiel de former, très important, de former des commerciaux sur la finance islamique, de les accompagner à ouvrir des agences. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Là, maintenant qu'on trouve quelqu'un qui dit « je vous forme et je vous donne une opportunité », c'est très bien. Il y a des gens qui ont le bagage universitaire et pédagogique, que nous, on puisse faire le relais entre les deux. On est là, qu'on puisse donner une opportunité aux musulmans, aux non-musulmans. Et je pense que dans quelques années, on arrivera à casser un cliché ou une image négative de l'islam à travers aussi la finance islamique. Puisque l'amélioration de l'image de l'islam, il faut pas que ce soit que le travail des mosquées ou du monde de la société civile. Il faut que les gens qui soient dans l'économique, les acteurs économiques, puissent aussi participer et montrer que les musulmans sont une solution pour la France. D'accord. Alors, Madame Arigi, on a vu tout à l'heure que vous étiez complémentaire avec les formations, du moins Nourassure était complémentaire sur le marché avec les formations initiales et continues que proposait l'Université de Paris-Dauphine. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter? Comment est-ce que vous vous positionnez avec, par exemple, l'Union des associations musulmanes en France sur ce marché de la finance islamique? Alors, d'abord, je tenais à remercier M. Henich, car nous avons déjà mis en place un partenariat en mettant, il a accepté qu'on puisse mettre sur son site internet, le site de l'UAM, des vidéos qui permettent justement d'expliquer d'une manière pédagogique à la communauté musulmane. Donc, on a repris un petit peu toutes les questions qui pouvaient revenir, bien sûr, parce que c'est souvent les mêmes, les interrogations que peuvent se poser sur le terrain, et on a essayé de faire quelque chose de très accessible, de très pédagogique, en expliquant aux personnes ce qu'est un produit d'épargne, expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est quand même sur un marché qui est très jeune, et on est aussi face à des gens qui n'ont pas cette culture de la finance. Donc il y a un gros travail d'abord sur le terrain d'information et de pédagogie pour les amener à comprendre ce qu'est la finance islamique et l'intérêt qu'ils ont aujourd'hui à quitter, comme vous le disiez, la banque traditionnelle et à venir dans la finance islamique. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, je veux dire, comme toute personne. C'est pas parce qu'on va leur dire que c'est de la finance islamique et ils vont venir. Il faut aussi leur expliquer et qu'ils comprennent pourquoi ils ont tout intérêt pédagogique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a développé Nourassure a développé plusieurs partenariats avec différentes associations, notamment avec Dauphine, afin de pouvoir avoir une visibilité sur les sites internet et de pouvoir apporter une explication pédagogique. Ça revient souvent. Chez vous, Madame Marigi. Oui, parce que je pense que ça passe par là. Je veux dire, l'élévation, je veux dire, de la communauté aujourd'hui, elle passe par le savoir. Puisque si on ne sait pas, d'abord, on a peur, parce que ça génère des angoisses. Moi, j'ai des personnes, je le sens, que je rencontre, qui me disent « Mais finalement, pourquoi je vais quitter ma banque ?» Alors, on se dit, la banque, c'est riba, il y a des intérêts qui sont générés. Mais d'un autre côté, pourquoi je vais quitter quelque chose que je connais pour aller vers l'inconnu qui, finalement, je ne connais pas et va me générer beaucoup plus de stress. Donc, voilà. Donc, c'est très important, justement, d'éduquer, entre guillemets, parce que je ne veux pas rentrer dans l'aspect éducation, mais en tous les cas, d'apporter des explications qui soient accessibles à tous. Parce que c'est vrai que si on utilise des termes trop financiers, je pense que peu de personnes vont démocratiser la finance islamique, expliquer qu'elle est accessible à tous. On demande aujourd'hui sur une épargne, ça commence à partir de 75 €, donc c'est accessible à tous. Déjà, on ne se dit pas il faut être riche pour pouvoir épargner. Est-ce que épargner, ça doit être quelque chose que tout le monde, ça doit être accessible à tous. On a besoin justement de pouvoir épargner pour le mariage, pour le logement, pour les études des enfants, pour le pèlerinage, pour la retraite. Donc ça, c'est accessible, que ça reste accessible à tous.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Héniche, concrètement, en termes d'emploi, qu'est-ce que vous attendez de la part de la finance islamique et qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat ou de ce rapprochement avec Nourassure.com en termes d'emploi? Si on peut commencer par le premier objectif, c'est de former des commerciaux et d'ouvrir des agences. Je pense que c'est un premier pas. Dans les médias, je dirais même pas à moyen terme, mais dans les médias, ça peut se faire assez rapidement, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à se prendre en charge. Donc, s'il y a un accompagnement de la part d'une entité qui maîtrise la chose, ça serait une première chose. Après, deuxième chose, si on peut ouvrir d'autres opportunités, par exemple que des gens puissent ouvrir des commerces ou des choses comme ça c'est peut-être à moyen terme. Oui, donc ça, c'est possible. Après, actuellement, surtout, je parle de ce que je sais, les mosquées. Les mosquées, une mosquée moyenne, c'est 2-3 millions d'euros à peu près. C'est un projet sur 10 ans. Donc les 10 ans, si on a les possibilités de mettre cet argent dans des comptes halal, pourquoi pas? Donc ça peut encourager et donner. Voilà. Oui, tout à fait. Là, vous avez une demande concrète. Comment est-ce que vous répondez, Madame la Régie, à une demande concrète? Oui, parce que la problématique des mosquées est une grande problématique, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent des dons des musulmans et qui est placé dans des banques qui génèrent malheureusement du riba, ou même si elles ne sont pas génératrices de riba. Les comptes courants ne génèrent pas d'intérêt. Non, d'accord, mais le banquier, lui, va quand même spéculer avec le capital, et forcément, ça ira dans des choses qui seront illicites. Vous êtes d'accord? Le banquier, lui, quand vous laissez cet argent sur le compte courant, il l'utilise. Il le prend, il l'investit, il spécule avec. Et forcément, l'utilisation de cet argent ira dans des choses qui ne seront pas forcément licites. Après, je ne sais pas, mais voilà. Vous dites là, Madame Marégie, que l'argent des mosquées, actuellement, l'argent que les fidèles donnent aux mosquées, qui sont placés dans des comptes, est utilisé par les banquiers dans la finance conventionnelle. Une banque, ça reste une banque. Le banquier ne va pas faire la distinction entre l'argent des mosquées et l'argent de monsieur tout le monde. Lui, il prend cet argent, il spécule avec. C'est ça, la finance. Donc, à partir de là, ça pose une question à dire pourquoi les mosquées, aujourd'hui, n'auraient pas le droit de pouvoir investir leur argent. Quelle réponse est-ce que vous avez alors la à réponse, M. Héniche qui vous demande? On l'a, puisqu'on a des fonds qui sont donc des fonds islamiques, des fonds qui, en tous les cas, respectent... En France bien sûr, notamment dans le contrat Salam, on a un fonds qui est un fonds de fonds qui répond, en tous les cas, à cette problématique. Et les mosquées peuvent déposer, en tous les cas, sur ces contrats-là, donc leur argent, en attendant de pouvoir justement, vous l'avez dit, c'est des projets sur 5-10 ans, parce que c'est sûr qu'une mosquée, c'est cher de construire. 2 à 3 millions. Donc il faut du temps pour constituer ce capital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mosquées peuvent mettre leur argent, sortir de leur compte haram, illicite, pour les mettre dans des comptes halal. Halal, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est possible. D'accord. Et pourquoi est-ce que on ne le sait pas, ça? Alors, Monsieur Héniche, je vais peut-être le répondre. Il y a un manque de communication et d'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rassure, avec ces vidéos qu'on a faites pour justement sensibiliser la communauté, le fait qu'on ouvre aussi des agences physiques, parce qu'aujourd'hui, la visibilité pour la communauté, c'est important. C'est un marché qui est nouveau, donc si en plus on n'est pas visible, c'est sûr qu'on risque de se poser des questions. Maintenant, en ayant une agence près de chez vous, nous rassure, spécialistes en finance islamique, avec des personnes capables de vous accueillir et de répondre à vos questions, ça va concrètement rassurer la communauté et ça va donner envie aux gens de venir, de pousser la porte et d'investir leur argent. Très bien. Alors, j'ai compris que vous aviez maintenant donc des solutions, des comptes halal pour les associations, pour les mosquées. Tout à fait. Autant pour le particulier que pour le professionnel, puisqu'on a un contrat d'épargne retraite qui s'adresse justement aux chefs d'entreprise. Donc c'est l'article 82-62 qui va permettre de pouvoir épargner tous les mois toute
tout en déduisant, puisque c'est déductible des impôts, on ne fait qu'utiliser le système, on utilise les lois qui existent déjà, l'article 82, 62, tout le monde le connaît, et c'est simplement que ces investissements-là seront bien sûr, ils resteront bien sûr investis sur des fonds qui sont eux charia compatibles et qui respectent les 5 principes de la finance islamique. D'accord. Voilà. Alors, en préparant cette émission, j'ai vu des chiffres et il était dit que le pourcentage d'entrepreneuriat le plus élevé de France était des musulmans. Ça veut dire que le plus grand nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise en France sont des musulmans. Comment est-ce que vous expliquez ça, Monsieur Henich, avec toute la mauvaise pub et le problème d'emploi? Je vous confirme l'information, même au sein de la communauté musulmane. Par exemple, si vous visitez, vous essayez de discuter, par exemple, avec les Maghrébins ou les Subsahariens ou les Bangladeshis ou les Pakistanais ou les Indiens musulmans, ben, je trouve, et ça je l'ai essayé à chaque fois que je suis invité dans des communautés, par exemple le mois de Ramadan, on est souvent invité, ben, je trouve que les Bangladeshis par exemple, ou les Indiens, presque tous, sont auto-entrepreneurs. Il n'y a personne qui travaille dans la fonction publique. Tous ont leur propre boîte. Et donc plus les communautés sont lointaines, maîtrisent moins le français, primo-arrivants, ben, sont tous auto-entrepreneurs et se débrouillent tout seuls. Donc, ils ne demandent rien à l'État. Donc, l'image voilà, c'est des gens qui vivent... C'est faux, parce que sur le terrain... Et donc, ces gens-là sont plus à même à sauter sur des projets qui sont comme ça, innovateurs, mais il faudra communiquer, vraiment beaucoup communiquer. D'accord. Oui. Alors, à travers les articles, les épargnes 62-82 destinés aux chefs d'entreprise, vous allez donc pouvoir répondre à cette demande, ce besoin. Oui. Mais vous dites, Madame Marigi, que vous allez ouvrir des agences un peu partout. Oui. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir alimenter en personnel ces agences? Alors, ces agences... Parce que les agences, il n'y a personne qui travaille dedans. Alors cela va être des franchises. Donc ce sont des gens, des courtiers, qui sont aujourd'hui issus soit des banques, soit des compagnies, ou qui travaillent en tant qu'indépendants, comme moi je l'étais auparavant, et qui ont la volonté de s'installer. Simplement, c'est vrai que quand on s'installe au début, c'est pas facile, on ne connaît pas forcément bien le marché, on a peur aussi de se lancer tout seul. Donc se mettre derrière une enseigne nous rassure, c'est rassurant. Et ça permet d'avoir un appui aussi derrière, financier et logistique. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, qui peut animer. Moi, cette idée de franchise, je l'ai eue, ça m'est venu par les courtiers, par la demande, puisque aujourd'hui, j'ai une demande assez importante sur cette thématique. Donc ça m'a donné envie de lancer ces agences, ce réseau d'agences nationales sur toute la France. Monsieur Sabibi, est-ce que vous trouvez qu'il est intéressant, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle que de pouvoir donner un emploi aujourd'hui aux personnes qui sortent de ces formations en finance islamique, qui ne sont pas obligées de quitter le territoire français pour travailler dans un cadre éthique? De toute évidence, c'est une très très bonne nouvelle qu'il y ait des opportunités qui se sont créées, qu'il y ait des choses qui se forment. Mais je tenais juste à préciser que la finance islamique ne s'adresse pas, et c'est très important pour nous tous, et mes deux collègues vont me rejoindre, ne s'adresse pas qu'à la communauté musulmane ou qu'aux musulmans. Bien sûr. Elle est inclusive et s'adresse à des gens qui ont fait un certain travail d'éducation financière et qui ont réalisé, à travers l'étude de Money and Banking, que le système actuel n'est pas durable et qu'on est tous dans un bateau que je vais appeler Ribatanic, et que nous, on essaie de trouver un bateau de sauvetage, voilà, et prendre avec nous le maximum de gens qui ont réalisé un petit peu quand on va droit vers le mur. Vous voulez dire que c'est pas durable. La finance islamique, c'est une finance alternative? C'est une finance alternative, participative, et qui offre une alternative durable et socialement responsable, et éthique et stable pour des gens qui cherchent la sécurisation de leurs investissements, de leur épargne. Et aussi pour des gens à la recherche de performance. Parce que, par exemple, toute émission de Sukuk, à cause des surliquidités des banques islamiques dans le Golfe et dans des régions et à cause de tous les pétrodollars, toutes les émissions de Sukuk, qu'elles soient corporate ou qu'elles soient souveraines, sont sursouscrites
minimum 2 fois. Celle du Luxembourg, la dernière du Luxembourg en 2014 de 200 millions, a été sursouscrite de 3 fois. Donc le gouvernement français, et bien sûr offre et demande, si c'est sursouscrit, donc les intérêts, les taux d'intérêt par lesquels on peut emprunter baissent automatiquement. Et donc la France aujourd'hui a tout intérêt à faire une émission de sukuk souveraine. Elle pourra emprunter bien moins cher qu'avec des obligations conventionnelles. Elle aura de l'argent très très rapidement et elle est en très très bonne position de le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle dans des projets d'infrastructure des projets de maintenance et d'entretien. Et donc c'est des projets qu'on appelle brownfield qui ne sont pas greenfield, dont le track record des earnings, des gains en fait, sont prouvés, on sait exactement combien ça rapporte et donc les investisseurs vont sauter dessus automatiquement. Et même pour les corporates français aussi qui cherchent à se financer, il y a une certaine... C'est des opportunités. Alors, restons un peu dans la technique et dans les chiffres. Sur les 200 élèves qui sont sortis des bancs de l'université, combien travaillent concrètement en France ? Combien concrètement travaillent en France ? Si j'ai à vous donner un chiffre, 20%, c'est une estimation, 20% restent en France. Mais pas tous travaillent dans l'industrie de la finance islamique. Voilà, ils travaillent dans le conventionnel, en espérant un jour que les choses bougent ou qu'ils puissent... Est-ce que vous pensez que vous pouvez répondre... Alors, on a compris qu'il y avait une réelle demande, une synergie secrète entre tous les acteurs. Oui. Est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre maintenant votre pierre à l'édifice du développement, de la structuration du marché de la finance islamique en alimentant, en termes d'emploi, en France, le marché de la finance islamique, par exemple, avec Madame Arigi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il existe des solutions concrètes pour l'emploi ? Avec Madame Marigi, oui, bien sûr. Et au-delà de Madame Marigi, pour des gens qui cherchent, qui sont de fibre entrepreneuriale et commerciale, peuvent se lancer dans la gestion de patrimoine, ils peuvent se lancer dans des boîtes de conseil, faire le bridge entre projets ici en France et capitaux ailleurs, et assister des entreprises qui veulent être financées et qui cherchent des opportunités. Enfin, oui, ma réponse est oui. D'accord. Certainement, bien sûr. J'en suis convaincu. Et totalement. Bien sûr. Aussi. Alors, Madame Marigi, Monsieur Henich, vous parliez tout à l'heure d'information, oui. de ce devoir d'information et d'éducation de la communauté musulmane, oui. Même si on l'a bien compris, Monsieur Sabibi, la finance islamique ne s'adresse pas que à des musulmans, puisque, vous l'aviez dit, elle est avant tout éthique, responsable et participative. L'éthique n'étant pas réservée à des musulmans uniquement, mais qu'elle était universelle et ouverte à tout le monde. En termes de communication, est-ce que vous avez prévu d'organiser de grands événements pour pouvoir taper fort, pour pouvoir faire parler de la finance islamique et dire à tout le monde, ça y est, ça existe ? Est-ce qu'il y a des événements qui se créent ou qui vont se créer ? Je peux annoncer qu'il y a un événement, j'espère, Inch'Allah, qu'avant le Ramadan puisse prendre le jour, c'est d'organiser un tournoi de foot avec les jeunes, puisque c'est l'avenir, c'est les jeunes, et d'essayer à travers cette journée, de généraliser la finance islamique, d'expliquer que cette journée est sponsorisée par Nour Assur et que Nour Assur, les gens vont se poser des questions. C'est qui Nour Assur ? Qu'est-ce qu'elle cherche derrière ? Donc essayer par des événements de ce type-là, culturel, sportif, social. Pendant le Ramadan aussi, on pourra envisager soit des ruptures de jeûne sur la finance islamique. Je pense que si on va multiplier ce type d'initiative, on va un petit peu gagner les jeunes et moins jeunes sur cette thématique-là. Première chose. Deuxième chose, je voulais, par rapport à votre question, parce que ça répond à une phobie de certains. Ils disent oui, la finance islamique, après, il y aura, les musulmans vont contrôler toute la finance et tout. Puisque, à part le culte, par exemple, diriger la prière, qui obligatoirement doit être faite par un musulman qui a un certain nombre de règles par rapport à son éthique, à son savoir sur la religion et tout. À part le culte, tout ce qui est économique peut être pris
par d'autres gens. L'essentiel, c'est que il n'est pas nécessaire d'être imam pour se positionner sur le marché de la finance islamique. Vous n'êtes pas obligé d'être imam pour vendre du halal ou pour ouvrir un compte ou gérer un banque islamique. Vous n'êtes pas obligé d'être un imam, mais vous êtes consulté, vous consultez un comité éthique qui vous dit ça il faut le faire, ça il faut pas le faire, c'est tout. Juste à titre, là je vais essayer de caricaturer un petit peu. Je prends un sujet que tout le monde maîtrise, le halal. Le halal en France. Le halal, les grandes enseignes ou les grandes marques du halal, c'est pas des musulmans qui la gèrent. Exactement. Les grandes, voilà, c'est des gens qui ne sont pas musulmans. Par exemple, la communauté juive, ça c'est pas un secret, gère une grande partie des grandes marques qui font référence dans le halal. Est-ce que c'est moins halal le fait qu'ils soient gérés par des non, ça reste halal. Ça reste halal. Par exemple, du moment, parce que le halal c'est quoi? Ça correspond à une éthique, un cahier des charges. S'ils respectent le cahier des charges, après celui qui est derrière, c'est un État, un individu ou un musulman ou non musulman, ça c'est autre chose. Et là en France, on voit que le halal a été investi par des non-musulmans. Il y a un point, et ça a créé une grosse polémique l'année 2012, je crois, lorsque le Front National a pris qu'on cible le halal. C'était lors des élections présidentielles. Donc le Front National est tapé sur le halal. Et puis qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que parmi les grands barons, les grands patrons du halal dans le Nord, c'est un cadre proche du Front National, un grand cadre. C'est lui qui gère tout le halal dans le Nord, dans la région lilloise, et qui était obligé, puisqu'il a été sommé, puisqu'il était en contradiction par rapport à la politique de son parti, lui, il a préféré, au lieu d'abandonner le halal, il a préféré quitter le Front National et rester sur le halal. Donc dire que le halal, c'est les musulmans qui vont prendre toute l'économie, c'est faux. C'est peut-être, ça sera plus les non-musulmans qui vont profiter que les musulmans. Donc il faut sortir de cette image-là des musulmans. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que vous êtes bien halal, votre finance? Alors, on le sait, on a pu se justifier, mais il est peut-être intéressant de rebondir sur ça. La garantie que les produits soient bien, alors bien sûr comme dans l'agroalimentaire, on a des certificateurs, là c'est la même chose, dans la finance, on a un charia board qui est là pour contrôler, pour auditer, pour s'assurer que... Est-ce qu'on sait qui compose ce charia board? Ils sont composés de docteurs en finance islamique, ce sont des savants éminents, des personnes compétentes qui ont tout le savoir, et ils ont un cursus qui est très intéressant, très important, et c'est eux qui ont le devoir de faire cette fatwa et de faire des fatwas pour... Une fatwa est faite totalement, sur ça. Ce sont des savants issus des grandes écoles. De grandes écoles. Alors, autant des écoles qui peuvent être des écoles en France, puisque certains ont des doctorats à la Sorbonne, autant au Moyen-Orient, donc dans des grandes universités d'Égypte ou du Maroc ou autres. Donc, quand vous dites voilà. L'Égypte, ça veut dire qu'ils sont issus de l'école de l'Azhar? À l'Azhar, oui, donc voilà, pour certains. Donc après, moi, je vais pas en fait rentrer sur l'aspect religieux parce que c'est pas ma partie, mais ces personnes-là ont les compétences. Ils sont pas là par hasard, ils sont compétents. D'ailleurs, aujourd'hui, hocher la tête, Monsieur Sabibi. Parce que les professeurs Nizam Yaqoubi, les professeurs Kravadaoui, et même ici les membres du CIFI et tout, ont un double cursus. C'est très étrange. Ces gens-là se connaissent très très bien en droit et en finance, tout ce qui est structuration financière, marché des dérivés, tout ça. Et ils connaissent le Coran, ils ont un savoir dans tout ce qui est Coran, Sunna et religieux, et sont tous justement lauréats de master de grandes universités en finance. Et ils ont d'autres compétences religieuses, savants, ulama, chouyour, et cette compétence financière qui fait que c'est la fameuse crédibilité, la légitimité que vous disiez tout à l'heure. Alors, Monsieur Héniche parlait tout à l'heure d'événements du tournoi de foot. Vous m'aviez confié que vous aviez créé
une marque qui s'appelait le Trophée Nous Rassure, Oui. qui organisait donc des matchs de foot un peu partout. Oui. Le premier tournoi va être avec l'Union des associations musulmanes. On est très contents d'ailleurs de Comment pouvoir vous êtes venue cette sponsoriser. idée, Madame Marisi? L'idée, elle est venue, bon déjà le football, je pense qu'on va mettre d'accord tout le monde, les gens adorent le foot, et c'est aussi une manière différente d'amener la finance islamique, c'est-à-dire que c'est une manière conviviale, voilà, pédagogique et aussi conviviale, voilà, autour du ballon, autour voilà, d'une thématique que les gens aiment. C'est le donc fameux carrefour entre l'information. voilà, de toute manière, Nous Rassure est entre le carrefour de l'information et de l'offre. Donc forcément, on intervient, on essaye d'intervenir de toute manière auprès des mosquées, de faire des conférences pour sensibiliser la communauté, voilà, de faire des interventions de type football. Maintenant, moi, je suis en attente d'idées. Voilà, j'attends que les personnes viennent me voir et me proposent des choses. Je suis ouverte vraiment à tout ce qu'on peut faire pour justement démocratiser encore plus la finance islamique. D'accord. Alors j'ai compris que vous aviez donc un partenariat quasi logique entre l'université et Nous Rassure, puisque ont le cursus et les compétences pour intégrer. Oui. Mais Monsieur Henich nous confiait tout à l'heure que les personnes qu'il côtoie au quotidien sur le terrain n'ont pas de cursus universitaire, financier. Comment est-ce que vous allez pouvoir donner une solution d'emploi, puisque c'est le thème d'aujourd'hui? Comment est-ce que la finance islamique que vous représentez en France va pouvoir donner un emploi à ces personnes qui sortent, non pas de cursus, mais que M. Henich côtoie au quotidien sur le terrain? Tout d'abord, moi-même, je suis une preuve vivante, parce que je n'ai pas le cursus universitaire, mais j'ai appris le métier en travaillant dans la finance, en étant dans un cabinet financier, en apprenant le métier. Donc je pense que toute personne qui est désireuse de travailler, qui a la volonté et qui a les convictions, qui a envie, elle peut intégrer un cabinet de courtage, apprendre le métier et ensuite soit et se ça, monter. C'est accessible à tout le monde? Oui, je pense qu'à partir du moment où on a la volonté, où on a envie de travailler, tout le monde peut intégrer un cabinet de courtage et apprendre le métier. Je ne dis pas que quand on arrive et qu'on veut monter une agence, on arrive sans avoir un bagage, sans avoir une connaissance. Nous, par exemple, les agences, on ne les propose qu'aux courtiers. Donc déjà, les courtiers, ça veut dire que ce sont des personnes qui déjà exercent le métier, connaissent la finance, voilà, ont un cursus. À partir de là, on va les accompagner. Mais pourquoi pas, tout à fait. Alors, Monsieur Henich, est-ce que vous pensez que les personnes que vous côtoyez au quotidien sur le terrain sont sensibles à cette nouvelle offre d'emploi au niveau national? Et est-ce que vous pensez que ça va vraiment créer de l'emploi, ce marché de la finance islamique? Honnêtement, je crois que la finance islamique fait partie des secteurs économiques qui sont en progression, comme le halal et la finance islamique. C'est d'année en année, ça monte. Le chiffre d'affaires en progression, que ce soit en France, c'est difficile de l'évaluer, mais dans l'international, on voit que ça monte. Donc les jeunes qui sont dans cette dynamique, je pense qu'ils ont même à s'investir dans cette dynamique-là, et pas que les musulmans, même les non-musulmans, puisqu'il y a juste un cahier des charges à respecter, et je pense que ça sera une opportunité pour tout le monde. Je fais toujours en parallèle par rapport au halal. Juste l'année passée, décembre, il y a un abattoir en Normandie, c'est Télésalco, qui est un abattoir où il y avait 300 à 400 salariés qui allaient déposer les clés, le bilan et tout. Et il a été repris par qui? Par un investisseur anglais, musulman, mais anglais, qui est venu et dit « Ok, moi je vais le reprendre, je garde tout,
300 salariés, pas 3, pas 30, 300. Donc, je pense sur les 300, s'il y a 3 ou 4 musulmans, je crois pas qu'il y a autant. Donc, 300 non-musulmans. Donc, lui est venu, il a dit, je légale, mais à une condition. C'est quoi? Que je fasse du halal, puisque le marché du poulet n'a plus d'avenir en France. Et lui, il a dit, je vais exporter au pays du Golfe, mais je fais le halal. Qu'est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne a dit, OK, on va derrière vous et on vous soutient. Même le ministre de l'Agriculture, socialiste, il dit, OK, M. Foll, il dit, on est derrière vous. Donc là, ça marche et il commencera à exporter vers l'été, vers le pays du Golfe, du halal. Donc là, 300 salariés, familles non musulmanes, sauvés par le halal. Donc, si la finance islamique entre dans cette brèche-là, et je pense qu'elle peut faire beaucoup plus, je pense que tout le monde sera derrière et tout le monde sera gagnant et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Lorsque je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, pas que les musulmans. Alors, combien d'agences est-ce que vous comptez créer? Combien de distributeurs, courtiers indépendants ou agences physiques, nous rassure, agences bancaires et assurances islamiques, vous comptez ouvrir par exemple avant la fin de l'année 2015? On espère en tous les cas entre une centaine et une 150 agences, 150 agences. Sur toute la France. Une agence, c'est combien de personnes à peu près? Tout va dépendre. Alors après, la personne qui va ouvrir son agence, c'est elle qui va décider du nombre de personnes qu'elle voudra mettre dans son agence. Nous, on n'interviendra pas sur l'aspect organisation. Bon, c'est sûr qu'une agence, si vous avez 3-4 personnes, c'est déjà pas mal. Hein. Vous n'allez pas avoir non plus Alors, une 150 agences multipliées par 4 personnes minimum, à peu près. Ça fait 600 personnes. Déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer à peu près 600 postes avant la fin de l'année. Et tout à fait. Et ça, totalement. C'est du concret? C'est du concret, oui. C'est du concret. Comment est-ce que vous prenez... Excusez-moi, juste une petite... Et ça crée un effet domino. Parce que Oui. voilà, il y a des agences qui se créent, une collecte qui se fait de plus en plus. Cette collecte, elle va aux fonds qui sont respectueux du droit musulman. Voilà. Et par la suite, en encourageant des principes comme le partage de profits et des pertes, la prise de risque, le développement du commerce, il y aura des business qui vont se créer, de l'investissement, voilà, des startups qui vont se créer, et donc un effet domino, un effet boule de neige. Vous voulez dire les 600 voilà, les 600 un effet boule de neige qui fera en sorte que ça contribuera, ça aura un impact sur le tissu économique en général. Excusez-moi, vous voulez me dire. C'est très bien. Voilà. C'est une très bonne conclusion. Mais aussi, d'où l'importance du développement des produits qu'on peut proposer. Parce que, bien sûr, les gens peuvent se dire aussi, c'est très bien d'ouvrir des agences, mais il va falloir aussi proposer des choses. Et c'est pour ça que nous, notre travail, nous rassure, c'est aussi de développer une gamme qui soit aussi complète que celle qu'on peut trouver dans la finance conventionnelle. Donc l'épargne, bien sûr, donc on a la solution épargne retraite, on a un placement avec le PEA qui arrive, qui sera un PEA 100% halal, hein. J'utilise le mot halal, mais c'est ça. Et puis c'est la finance halal et aussi donc une solution complémentaire santé. Ça, c'est aussi important. Alors, comment ça marche? C'est vrai que les gens peuvent se poser la question, mais comment on passe d'une complémentaire santé à une takafoul santé? Tout simplement, voilà, je donne l'exemple, si on a une année, une baisse dans les sinistres de l'optique, par exemple, et bien automatiquement, il va y avoir, je donne l'exemple de l'optique, mais je ne fais pas exprès, il va y avoir automatiquement une baisse des cotisations des adhérents. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, donc bien sûr, on va créer une fenêtre islamique au sein de la compagnie, qui va nous permettre d'assurer une traçabilité des primes des adhérents, qui, eux, bien sûr, ces primes, elles doivent rester dans des fonds charia compatibles, et aussi respecter les 5 principes de la finance islamique, ça c'est très important.
Donc vraiment, on va avoir une possibilité vraiment d'avoir un produit d'épargne de ce fait qui devient complémentaire santé, qui va devenir Takafoul santé halal. Et qui respecte bien Et entendu qui respecte les principes de la finance de la islamique. finance islamique. Mais aussi, j'ajoute juste une chose, on va avoir une option qui n'est pas négligeable, rapatriement de corps. Ça, c'est aussi une problématique pour la communauté. Le rapatriement du corps de nos défunts, c'est important. Donc on va avoir cette option. Dans le contrat complémentaire santé, on aura une option rapatriement de corps. Donc qui sera, elle aussi, 100% halal. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci, Monsieur Sabibi. Je relance simplement. Donc, vous êtes le président de l'association des étudiants du Master islamique de Paris-Dauphine. Donc, c'est l'alumni. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Monsieur Mohamed Eniche, vous êtes donc le secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de France. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Madame Mariji, fondatrice, présidente de la compagnie nourassure.com, je vous remercie d'avoir été avec nous. Messieurs, dames, j'espère qu'on a pu répondre à cette thématique. La finance islamique est-elle donc un tremplin pour l'emploi? On a eu des chiffres, un minimum, comme vous le disiez, de 600, sans compter l'effet domino que nous disait Monsieur Sabibi. Je vous remercie pour les échanges qu'on a eus. Je vous dis à très bientôt sur La Locale et à très vite. Merci.